Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes toujours depuis la 41e foire nationale de Verdun et nous vous proposons diverses tables rondes, interviews, conférences durant ces 4 jours de foire. Nous allons vous parler technologie, travail, innovation. Rebonjour Philippe Colotti, vice-président RH du Grand Verdun avec vous. Il y a 2 heures, nous vous parlions des activités physiques et sportives pour vos agents, pour les agents de la collectivité. Nous allons parler d'une autre pratique, mais toujours dans cette même stratégie, c'est le flex office. Et nous en parlons avec vous, Michael Georges, bonjour. Bonjour Tom, bonjour à tous. Vous êtes directeur général adjoint des services au Grand Verdun. Alors première question, le flex office, c'est quoi ? Eh bien, le flex office, c'est simple. Plutôt que d'en donner une définition, je vais déjà vous dire ce que ça n'est pas. Le flex office, déjà, ce n'est pas du coworking. Ce n'est pas cette idée-là de bureau où l'on vient à tout moment, etc., qu'on rencontre aujourd'hui dans pas mal de villes. On en a d'ailleurs un ici à Verdun. Ce n'est pas non plus du télétravail. Non, le flex office, c'est plutôt un espace partagé, c'est-à-dire qu'on abandonne l'idée d'avoir chacun son bureau, un bureau fixe, mais en revanche, on dispose là où on travaille, dans l'organisation où on travaille, d'un bureau disponible partout, à tout moment, capable d'évoluer à la fois dans la méthodologie de projet, dans le type de rencontre qu'on peut y faire. C'est-à-dire que c'est un bureau adaptatif partout, à tout moment et pour tous les agents. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de bureau attitré. Il n'y a plus de bureau attitré, c'est bien ça. Oui. Donc un jour on peut être au premier étage, le lendemain au deuxième. Et quels sont les avantages de cela ? Mais ce qui doit présider à cela, c'est déjà le projet. Et puis on l'a dit tout à l'heure, c'est que la cohésion, c'est quelque chose d'essentiel pour la productivité. Or, le flex office, c'est aussi ça, c'est permettre aux gens de se rencontrer, c'est faciliter le travail ensemble, c'est permettre aux équipes de se constituer autour d'un projet, puis finalement de se déconstruire pour aller se reconstituer par ailleurs, pour travailler sur un autre projet, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de la cohésion, du travail partagé, qui permet en tout cas plus de productivité. Donc, pour donner un exemple, et après je me tournerai vers vous, Michael Georges, pour donner un exemple, le Grand Verdun prépare un événement en lien, admettons, avec la Foire Expo de Verdun. Toutes les personnes vont se réunir durant quelques semaines pour préparer dans un même bureau, et à la fin de cette Foire Expo, eh ben, ils retourneront à leurs occupations dans d'autres bureaux. Oui, tout à fait. Il y a plein de possibilités. Comme son nom l'indique, c'est flexible. Et donc l'idée, c'est surtout de s'adapter aux besoins de la collectivité, s'adapter aussi aux besoins des agents. Effectivement, sur un événement comme ça, sur une grosse préparation, on peut se retrouver. Alors peut-être pas tous, on est 417 agents, et je ne crois pas qu'on arrivera à aménager un espace suffisamment grand, confortable et adapté pour pouvoir accueillir tout le monde. Néanmoins, on peut se retrouver ponctuellement, en groupe. On peut aussi se retrouver de manière isolée, justement, quand on a besoin de travailler plus tranquillement, de se concentrer sur tel ou tel dossier. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques du flex office, c'est-à-dire de réussir à proposer aux agents, aux salariés d'une entreprise, des espaces adaptés à leurs besoins. Et c'est ce qui change vraiment du télétravail ou de l'open space, par exemple. Voilà, on peut avoir plusieurs usages dans un même espace. Et alors, quels sont vos objectifs ? D'où est venue cette idée ? Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la communauté d'agglomération du Grand Verdun s'inscrit dans une stratégie RH globale. On a parlé effectivement tout à l'heure de l'activité physique et sportive pendant le temps de travail. On a parlé aussi du télétravail qu'on accompagne au travers d'une charte, qu'on module, qu'on essaye d'adapter effectivement à nos fonctionnements. Eh bien, le flex office, c'est comme une pierre supplémentaire à l'édifice qui vient compléter cette stratégie RH, cette approche différente, nouvelle du travail, cette relation différente que l'on doit avoir avec le travail et à laquelle aspirent aujourd'hui les agents comme les professionnels du secteur privé. Alors, notre volonté ici, c'est vraiment de favoriser la transversalité. On le sait par les enquêtes qu'on peut réaliser auprès de nos agents. Il y a parfois des moments où les gens se sentent isolés dans une tâche peut-être parfois répétitive. Il y a un sentiment de manque de communication qui nous est renvoyé par certains agents. Eh bien, le flex office, ça vient là répondre à ces problématiques-là. Et encore une fois, c'est l'idée vraiment de fédérer, c'est le projet qui fédère. Et le flex office, lui, il permet ça, il permet justement de s'adapter, il permet de la flexibilité autour du projet. Voilà ce qui vraiment nous
nous motive à aller vers ce flex office. Mais puis, déjà tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cadre de l'activité sportive au travail, on a aussi un objectif qu'on ne veut pas cacher, qui est celui de faire baisser l'absentéisme. Eh bien ici, je ne vais pas vous cacher un autre objectif, qui est celui de rationaliser nos espaces. La communauté d'agglomération du Grand Verdun, comme beaucoup de collectivités, dispose de nombreux locaux, de nombreux bureaux, parfois trop de bureaux, parce qu'on n'a pas forcément adapté au fur et à mesure nos locaux à la configuration de nos agents. Eh bien, l'idée, et en période de restrictions en matière de chauffage, en matière d'énergie, eh bien, l'idée, c'est aussi de rationaliser nos locaux et de n'utiliser les locaux que lorsque vraiment on a besoin de travailler sur un projet et que toute la partie de bureaux non occupés parce que télétravail, parce que mission extérieure, etc., soit pas forcément chauffée et pour le coup soit énergivore pour la collectivité. Donc il y a aussi derrière une idée pour nous de bonne gestion des fonds publics et d'optimisation des espaces et de réduction des consommations d'énergie. Alors, je suppose qu'il y a des conditions pour mettre en place un tel système. Michael Georges, comment ça se passe ? Oui, il y a tout un travail en amont. Ça se fait évidemment en concertation avec l'ensemble des élus, des agents, des services, puisque l'idée derrière cette flexibilité de l'espace de travail, c'est bien évidemment d'optimiser nos espaces, mais aussi d'améliorer non seulement le bien-être des agents dans leur vie au travail, et également d'améliorer la qualité du service public. Et réussir à faire l'équation entre tout ça, ça suppose évidemment d'en discuter, d'en échanger, et tout n'est pas simple au premier abord. Alors, le préalable nécessaire, c'est d'identifier les espaces qui vont pouvoir être le lieu même de cette nouvelle organisation. Il y a des espaces communs. Ça, c'est peut-être le plus important, c'est de réussir à identifier des espaces suffisamment grands, suffisamment bien aménagés, suffisamment adaptés aux différents usages que j'évoquais tout à l'heure, pour qu'on puisse, à un moment où effectivement on aura fait le choix pour des raisons économiques, notamment de baisser le chauffage dans telle ou telle partie du bâtiment, et bien que la personne qui ne peut pas télétravailler ou qui n'a pas envie de télétravailler puisse se retrouver dans cet espace-là, soit pour trouver un espace de réunion avec ses collègues, soit au contraire pour s'isoler. Et donc il faut aménager un espace de manière confortable et conviviale. Aménager un espace, je l'ai dit aussi tout à l'heure, qui permette ces usages-là sans les conflits, ou en tout cas en limitant les conflits d'usage. Ça va passer par des préalables importants que sont la technique et le mobilier. C'est-à-dire la technique, c'est tout d'abord, bien évidemment, de réussir à faire en sorte que l'ensemble des agents qui veulent travailler dans ces espaces de flex office puissent le faire dans de bonnes conditions. Le flex office, c'est du travail avant tout. Donc il faut qu'on ait les outils pour le faire correctement. Ce qui nécessite un ordinateur portable, par exemple ? Exactement, un ordinateur portable, un téléphone portable aussi, puisque lorsque vous allez arriver dans le service habituel de l'agent, il ne sera pas là. Et pour autant, il est joignable, il est au travail, et il faut qu'on arrive à faciliter tout ça. Il faut qu'une fois que son ordinateur portable est chargé, que son téléphone est HS, eh bien, il faut qu'il puisse le recharger. Donc il faut qu'on puisse avoir des prises suffisantes électriques, des prises RJ45, du Wi-Fi. Il faut que tous ces espaces-là, en tout cas ces espaces communs, soient suffisamment bien adaptés. Et puis, pour qu'on puisse avoir cette multiplicité d'usages, le mobilier va être vraiment essentiel également, puisqu'on va pouvoir travailler sur des espaces différenciés grâce à du mobilier acoustique, des parois acoustiques, des cabines acoustiques. On peut avoir aussi un certain nombre d'éléments qui nous permettent de faire du flex office dans n'importe quel endroit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soit on s'installe à un bureau qui est laissé vide, qui a été dépersonnalisé, j'allais dire, ou en tout cas qui est accessible sans qu'on vienne gêner le travail des autres. Soit on peut s'installer via une chaise type de chaise de formation, vous savez, où on peut poser sur une tablette son ordinateur, où on peut glisser ses affaires personnelles, on peut quasiment faire du flex office partout. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de changer de lieu, de changer de service, de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres techniques de travail, et aussi peut-être de préparer un chemin de carrière. Monsieur Colotti, vous le disiez tout à l'heure, Freddy Kessel également, l'idée c'est que le flex office s'inscrive comme une pierre d'un édifice plus global qu'est notre nouvelle politique ressources humaines. Mais ça nécessite quand même une rénovation des lieux. Ça suppose une rénovation ou en tout cas une adaptation d'un certain nombre de locaux, au moins pour cet espace commun-là, c'est effectivement le préalable nécessaire au départ. Et alors, ensuite, il y a un système de réservation, parce que si vous parliez de conflit, si deux personnes veulent avoir le bureau qui donne sur les jardins,
Ça se passe comment? Oui, c'est vrai, il y a forcément des places qui vont être plébiscitées plus que d'autres. On est en train d'étudier en tout cas un outil de planification à partir sans doute de logiciels qu'on a déjà au sein de la collectivité. L'idée, là encore, c'est de ne pas multiplier les investissements inutilement lorsqu'on a déjà les outils sous la main. Outil de planification pour que, évidemment, ça soit facile. Il faut que lorsqu'on a besoin de faire du flex office, on puisse le faire facilement, qu'on n'ait pas à chercher pendant 30 minutes quel est l'espace qui est libre. Donc ça, c'est l'outil de planification des salles. Et puis, il faut qu'on arrive à faciliter aussi la connaissance en fait, de où travaillent les gens à tel ou tel moment pour qu'on puisse les rendre le plus disponibles possible, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et puis enfin, ces éléments-là, vous évoquez également, ça suppose une acculturation profonde. Une acculturation profonde, des élus, on a emporté leurs convictions et on sait compter sur leur soutien sans faille, mais il faut aussi acculturer les agents eux-mêmes. C'est pas facile de se dire que quand je ne suis pas là, je peux laisser mon bureau, qui est peut-être plus forcément mon bureau d'ailleurs, et ça suppose un certain nombre d'aménagements, d'une autodiscipline. Il faut acculturer les cadres, les encadrants, les managers, puisque l'idée c'est aussi de leur faire comprendre que faciliter cet outil-là, c'est aussi améliorer la productivité de leurs agents. Et puis enfin, il faut acculturer les agents eux-mêmes, parce que c'est pas toujours évident. On aime, on a ses habitudes. C'était justement ma prochaine question. Le projet, on le disait, n'est pas mis en place, mais il est prêt et ce sera dans les prochaines semaines. Vous sentez un enthousiasme? Certaines personnes doivent ne pas être contentes de perdre leur bureau. Mais là, j'allais dire même réponse que pour la pratique sportive pendant le temps de travail. On ne va pas basculer dans le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à partir de demain, dans le flex office partout, dans le sport à tous les niveaux, pour tout le monde, etc. Il faut que les choses soient progressives. Ce sont des réflexions entamées depuis déjà quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis 2018 notamment, ralenties par la crise sanitaire. Crise sanitaire qui, au passage, vient aujourd'hui nous servir, puisque vous parliez d'investissement matériel, d'investissement numérique nécessaire pour le flex office, mais cet investissement, on l'a déjà réalisé dans le cadre de la crise sanitaire, puisque la collectivité s'était dotée d'outils numériques, de portables, de téléphones, etc. Donc aujourd'hui, on va simplement optimiser l'utilisation de ce matériel. Et puis effectivement, il faut convaincre les agents, il faut leur donner le sens de la pratique. Pourquoi est-ce qu'on passe vers le flex office? Ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, peut-être que ça va déjà, en tout cas, aider un certain nombre à comprendre quel est le sens de cette démarche. Et puis, c'est ce que Michael disait, c'est la pédagogie que vont devoir utiliser les managers directeurs, les managers de proximité, pour développer à l'échelle de chacun des services. C'est aussi ça, parce que évidemment, on va pas faire du flex office de la même manière selon qu'on travaille à la direction générale, aux services généraux par exemple, ou que l'on travaille à l'entretien ou à l'état civil. Les choses vont devoir s'adapter aussi à chaque service, avec en même temps, encore une fois, cette volonté de permettre aux agents de pouvoir se projeter dans une carrière plus longue au sein de la collectivité. Je le rappelle, notre problématique principale, enfin une de nos problématiques principales, c'est l'attractivité, c'est la volonté des gens de venir travailler dans une agglomération comme la nôtre. Aujourd'hui, le rapport au travail a changé. Vous savez, moi je suis par ailleurs directeur général d'une association de droit privé. Aujourd'hui, quand je propose un CDI à un jeune, il me dit « Mais monsieur, j'en veux pas du CDI. Je veux un CDD parce qu'après je veux faire autre chose. Je ferai le point, puis après je veux faire autre chose. » Moi, les premiers temps, je ne comprenais pas cette démarche. Parce que pour les gens de ma génération, un CDI, c'était le Graal. Quand on l'avait, on avait gagné. Donc on voit bien qu'il y a là un mouvement des plaques, un mouvement tectonique comme ça qui s'est opéré dans le rapport que l'on peut avoir avec le travail. Et si nous, chargés d'organiser ce travail et de faire fonctionner notre organisation, si nous, on n'est pas capable de tenter de s'adapter, de proposer des choses nouvelles, innovantes, et encore une fois, l'innovation, l'expérimentation, ça doit souffrir de petites erreurs qu'il faut corriger, de nouvelles pratiques, eh bien, si nous ne sommes pas en capacité de faire ça, on passera à côté de l'attractivité et on ne résoudra pas, en tout cas, ni nos besoins de recrutement, et on ne résoudra pas, en tout cas, l'absentéisme qui est, encore une fois, assez élevé dans les collectivités, mais qui nous coûte aussi beaucoup, et quand ça nous coûte à nous, ça coûte aux concitoyens, bien entendu. Michael Georges, vous vouliez souligner quelques points de vigilance.
Oui, évidemment. On est seulement en train de mettre en place cet outil-là, cette nouvelle organisation du travail. Vous évoquiez effectivement les possibles freins psychologiques qui existent et on doit absolument les accompagner pour réussir non seulement par les preuves qu'on va apporter, des bienfaits que ça peut apporter, mais également dans l'accompagnement en amont, d'aider un petit peu nos collègues à pouvoir adopter cette nouvelle organisation qui sera bénéfice et pour eux et pour la collectivité. Il y a des freins aussi qui sont importants pour nous, c'est de dire si on veut que ce dispositif-là, comme les activités physiques et sportives sur le temps de travail, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum d'adhésion et qu'on ait une diffusion la plus large possible de cette nouvelle organisation. Sauf que, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Quand on a un certain nombre de freins, toutes les missions, tous les métiers ne sont pas flexibles d'un point de vue spatial. Ça peut s'expliquer parce qu'on a des missions de service public qui nous amènent à être constamment ou presque au contact des usagers, des citoyens. On peut penser aux personnes qui travaillent dans les écoles, aux personnes qui sont à la restauration scolaire, dans les bus. On peut penser à nos collègues qui travaillent sur le terrain au quotidien, que ce soit les policiers municipaux, les agents de la propreté urbaine, etc. Ces agents-là, évidemment, le flex office pour eux, non seulement n'a pas de sens, mais n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et vraiment, le souci qui est le nôtre, c'est de dire comment on fait en sorte que ces agents qui sont pour la plupart du temps écartés de l'ensemble des dispositifs qui améliorent la qualité de vie au travail, eh bien comment on fait pour les associer d'une manière ou d'une autre à cette dynamique, parce que, comme le rappelait M. Colotti, c'est une histoire d'attractivité, et l'attractivité, elle joue aussi dans ce qu'on avait appelé la marque employeur, dans la cohésion, dans le sentiment d'appartenance à la collectivité. Et il faut que personne se sente sur le bord de la route, y compris d'un point de vue du flex office. Il y a des problèmes aussi liés à la confidentialité. Si vous accueillez du public au CCAS, à la DRH ou ailleurs, bien évidemment, il faut non seulement que vous ne mettiez pas les agents en difficulté, mais surtout les personnes que vous accueillez. Donc il y a un certain nombre d'aménagements, mais là encore, on va apprendre en se lançant dans le dispositif et on va corriger ce qui doit être amélioré au fur et à mesure. Et puis enfin, il y aura vraiment une vigilance importante à avoir sur l'évaluation de ce dispositif. Il faut qu'on arrive régulièrement à faire des points d'étape et à voir en quoi ça apporte des bénéfices, en quoi les bienfaits apportés aux agents génèrent des bénéfices qui soient plus importants que les éventuels investissements qu'on aura consentis pour mettre en place cette organisation. Oui, et puis peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est qu'un agent qui rentre nouvellement dans la collectivité, encore une fois, il doit pouvoir envisager sa carrière dans la perspective. Un agent qui arrive à NATSEM, qui va aller travailler dans les écoles au début de sa carrière, il doit pouvoir être sûr, avoir la conviction qu'il peut rester 30 ou 40 ans dans la collectivité s'il le souhaite, et que demain il ne sera plus ATSEM, que demain il fera autre chose, et puis qu'après ça il fera peut-être encore autre chose. Et donc si aujourd'hui il ne bénéficie pas du flex office, il doit savoir que dans une prochaine étape de sa carrière professionnelle, le flex office, ce sera non seulement à sa portée, mais en plus peut-être une des raisons qui le motivera et qui l'incitera à rester dans la collectivité pour venir apporter autre chose, apporter d'autres compétences, acquérir d'autres compétences. Pour conclure, pourquoi Verdun? Pourquoi au Grand Verdun? Parce que Verdun, on vous l'a dit déjà tout à l'heure, c'est une agglomération innovante, c'est une agglomération d'expérimentation. Comme le disait le président tout à l'heure dans le discours d'inauguration de la Foire Expo, bienvenue à Verdun, parce qu'ici, c'est l'expérimentation, c'est l'innovation. Encore une fois, on est là aux prémices d'une stratégie RH que l'on veut ambitieuse. Verdun est non seulement une ville connue au national et à l'international, eh bien, il faut qu'elle le soit, pour des raisons historiques, bien entendu, il faut que Verdun soit aussi connu, repéré, pour des raisons de management, de bien-traitance de ses agents, du care, comme disait tout à l'heure Freddy, et dire que bienvenue à Verdun, bienvenue dans l'agglo si vous voulez demain venir y travailler. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Philippe Colotti, vice-président en charge des relations humaines au Grand Verdun, et Mickaël Georges, directeur adjoint des services. Merci beaucoup. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour une nouvelle conférence. Nous allons parler inclusion numérique, inclure le plus grand nombre des Meusiens, inclure tous les Meusiens dans le numérique. On en parle avec nos invités dans moins de 10 minutes. Restez bien là.